Salut, c'est Yves. Alors, bienvenue dans un petit radiovlog. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais vous allez le voir, j'ai eu quelques opportunités assez intéressantes. Et pour ça, je tiens particulièrement à remercier Christophe de l'AMSAT francophone, parce que grâce à Christophe, il m'a mis en relation avec Mustapha qui travaille au LATMOS. Le LATMOS, c'est le laboratoire atmosphère observation spatiale de l'UVSQ, l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et justement, au LATMOS, ils sont en train de préparer un petit satellite, un petit CubeSat, comme on dit. Donc c'est un satellite qui fait 10 cm par 10 cm par 10 cm, puisque c'est un CubeSat de 1 U, d'une unité. Petit satellite qui va prochainement donc être envoyé dans l'espace. Je n'ai pas encore la date du lancement, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Mais ce petit satellite aura comme objectif, comme le nom l'indique dans le laboratoire, d'observer la Terre et d'observer l'espace, et notamment le Soleil. Fin octobre, lorsque je me suis rendu au LATMOS, ils étaient en train de préparer le satellite, à faire encore quelques mesures avant de l'envoyer vers l'opérateur qui va l'envoyer dans l'espace. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bon alors aujourd'hui je suis au LATMOS, je vais essayer de trouver l'entrée. Je suis au LATMOS et je vais aller regarder la préparation d'un satellite qui va bientôt être lancé autour de la Terre. Donc je suis en région parisienne à côté de Saint-Quentin. Voilà. On va essayer de trouver l'entrée et contacter la personne que je dois voir, parce que là je suis un petit peu perdu. Alors quand je suis arrivé sur place, l'équipe était en train de regarder les mesures effectuées par le satellite dans des conditions se rapprochant des conditions en orbite. Parce que le satellite se trouvait dans cette cuve. Cette cuve est une cuve à vide thermique qui permet de simuler les conditions spatiales. On le voit d'ailleurs là à l'intérieur de la cuve pendant les mesures. Donc là on fait des mesures en cuve thermique, donc le satellite est placé dans le vide et ça nous permet de calibrer ce qu'on appelle le dark des capteurs, donc savoir quelle réponse ils ont en fonction de la température quand ils sont exposés à aucun signal. Notamment ça nous a permis de bien mettre en évidence la réponse des capteurs UV, donc qui mesureront le flux du soleil en orbite. Et donc là, grâce à ces données, en fait, on va pouvoir calibrer vraiment précisément le flux mesuré par le satellite. Ça a pris combien de temps de faire ces mesures-là? Là, on a environ 2 jours de mesure. D'accord. Et on a fait le traitement en parallèle, donc 2 jours de mesure et de traitement. Mais ça fait 2 jours que le satellite est dans le... Oui, c'est ça, oui. Okay. Donc le but de la mission UVSQ-SAT, c'est un satellite qui est dédié à l'observation de la Terre et du Soleil. Okay. Donc côté observation de la Terre, on s'intéresse au bilan radiatif de la Terre et au déséquilibre énergétique de la Terre. Donc on fait des mesures de flux et c'est directement lié au climat. Donc si on est capable de détecter les variabilités sur les flux, on est capable d'un moment d'avoir une information sur la variabilité climatique. Oui. Et donc grâce à cela, on peut recaler des modèles et avoir une meilleure estimation de la température du climat, par exemple en 2100. Mais à court terme, c'est détecter ces variabilités faibles. Ensuite, on a des détecteurs ultraviolets. Donc on mesure l'éclairement solaire spectral dans l'UV, donc autour de 215 nanomètres. Et là, on est dans une bande qui s'appelle le continuum de Herzberg. Okay. Donc le continuum de Herzberg a une particularité, c'est qu'on a un moment de rayonnement solaire, donc l'éclairement solaire, dans l'UV qui est émis autour de 215 nanomètres, qui va agir avec les couches de l'atmosphère, notamment la stratosphère. Ouais. Donc c'est directement lié à la formation de l'ozone. Donc on regarde cette variabilité solaire pour mieux maîtriser la formation de l'ozone et en gros le cycle. Donc ça c'est entre 200 et 240 nanomètres. Et ensuite entre 240 et 310 nanomètres, on a la destruction de l'ozone. C'est un autre processus qui a lieu. Donc pourquoi on s'intéresse à cette région? C'est qu'il y a un effet sur le climat régional. Donc le bilan radiatif, c'est le climat global. Ouais. Et quand on s'intéresse à des mécanismes plus précis, on va s'intéresser par exemple au climat régional, et notamment à l'interaction avec certaines couches de l'atmosphère. D'accord. Quand on dit climat régional, c'est plutôt par rapport à la zone du pôle sud ou par rapport... Alors il y a différents climats parce qu'il y a des couches, il y a des cellules, notamment les cellules de Hadley. Donc on va avoir différents effets et différents impacts. Donc les paramètres clés qui vont nous intéresser, par exemple, c'est la quasi-biennale oscillation. Après, vous pouvez avoir les différents courants comme El Niño, la Niña, le Gulf Stream. Vous avez tous ces paramètres qui entrent en jeu et qui font qu'à un moment, on a des boucles
Donc c'est pour ça que typiquement, si on a une maîtrise du climat global, c'est extrêmement intéressant, mais si on maîtrise aussi les climats régionaux, ça nous permet d'avoir une meilleure... Ouais, ça permet d'affiner le modèle. Oui. Alors ensuite, dans la mission, on a un troisième capteur, c'est un capteur médical. Donc c'est un détecteur qui nous permet à un moment d'avoir une meilleure information sur la position du corps, les accélérations. Donc on a un accéléromètre, un gyromètre et un magnétomètre. Ouais. Et alors, idéalement, ces capteurs, on va le spatialiser, c'est pour pouvoir l'intégrer sur des spationautes. Ça va permettre aux spationautes, justement, on va mieux comprendre les différents mécanismes associés à leur posture dans l'espace et aux effets de vieillissement. Pourquoi? Parce que l'espace, c'est un environnement très sévère, très dangereux. L'humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace. Donc il y a une accélération. Et pourquoi c'est intéressant de combiner donc médical et climat dans nos affaires? C'est que dans le cas du spationaute, si le vieillissement est accéléré, on peut détecter des maladies ou de potentiels mécanismes de dégradation. Et ensuite, ces petits capteurs vont être intégrés sur tout le monde. Oui. C'est ensuite de pouvoir l'utiliser pour le grand public, donc ça a un impact sociétal pour justement essayer de détecter des problèmes. C'est des effets, par exemple, Parkinson, différents types dans ce sens. Voilà. Donc on a 3 types de capteurs, des capteurs médicaux, des capteurs ultraviolets solaires et des capteurs infrarouges pour observer le climat. Pourquoi aussi on utilise ce capteur médical? Parce que nous on veut l'utiliser comme un détecteur aussi de position dans l'espace. C'est-à-dire que comme on a un petit satellite, si on a ce détecteur, ça nous permet de faire une reconstruction de l'information de l'attitude du satellite pour recombiner les datas. Ici, on a le piège froid. Donc après être remonté à 400 millibars, on attend que la température du piège froid devienne plus raisonnable pour qu'on puisse refaire une remontée à pression atmosphérique. Donc à partir de là, on va pouvoir à un moment ouvrir la porte et sortir l'instrument. Donc ici, nous avons une chambre de simulation thermique. L'objectif, c'est de valider le comportement de l'instrument dans un environnement qui se rapproche de celui de l'environnement spatial. Donc on peut par exemple, l'espace, sa température c'est 4 Kelvin environ, entre 3 et 4 Kelvin, ça fait moins 269 degrés Celsius. Ensuite il y a différents flux, les flux infrarouges terrestres, le flux solaire, le flux albédo. Alors en général dans ces chambres de simulation, on va d'abord dans un premier temps faire ce qu'on appelle du cyclage thermique, des variations de température, pour voir si les composants tiennent à des cas pires, extrêmes. Et ensuite, on imagine des balances thermiques où là, on va simuler des cas en orbite. Et dans ce cas de figure, on est vraiment dans un environnement qui se rapproche le plus d'un environnement spatial. Alors, cette cube peut aussi permettre de faire des simulations en environnement martien. On peut injecter du CO2. Ouais. Alors après l'ouverture de la cuve, on va déconnecter les prises qui prennent les mesures au niveau du satellite pour pouvoir remettre le satellite sur son support. Le support va permettre de déplacer le satellite sans risquer de l'abîmer. On voit bien aussi les panneaux solaires sur le satellite. Comme il n'a pas de moteur pour s'orienter, on en met sur toutes les faces pour l'alimenter quelle que soit sa position. Ici, le satellite a été amené sur un autre support qui permettra de le protéger. Sur le satellite, ici, on voit bien les antennes. Il y a 2 antennes pour la bande des 2 mètres, pour le 145 MHz, et 2 plus petites antennes pour la bande des 430 MHz. Une fois que le satellite est correctement positionné sur son premier support et que le premier support est positionné sur un deuxième support, on vient placer une boîte en plexiglas par le dessus le tout. La boîte en plexiglas aura pour rôle de limiter la quantité de poussière qui pourrait venir sur le satellite, sur les panneaux solaires ou sur les capteurs.
Donc Emmanuel Bertrand, chef de projet de la mission UVSQSat. Donc je contribue avec Moustapha Mefta au développement du satellite UVSQSat. En ce qui concerne le centre de contrôle-commande, c'est une activité que nous avons commencé il y a déjà quelques années, avec la mise en place de l'antenne sur le toit du bâtiment et l'installation de cette salle pour recevoir les données et émettre les télécommandes vers le satellite. En mode routine, le satellite émettra un beacon toutes les 30 secondes qui contiendra une majeure partie des informations que toute la communauté radioamateur pourra décoder grâce à un outil développé par l'AMSAT francophone. Et donc quand le satellite passera au-dessus de la France, nous avons prévu de récupérer l'intégralité de la mémoire. Donc on enverra une télécommande pour on dit dumper la mémoire. On aura donc une décharge de la mémoire qui nous permettra de récupérer toutes les données qui ont été générées autour de la Terre. Et comme c'est des acquisitions scientifiques programmables, si nous générons trop de données, nous pourrons faire appel à nos partenaires, à Boulder ou à Taïwan, pour récupérer la télémétrie grâce à leur antenne. Le transpondeur, tu as les fréquences là déjà, non? Oui, alors les fréquences, c'est directement celle-ci. Donc pour le mode transpondeur, c'est quelque chose que je pourrais pu mettre. On aura donc une mise en montante en 145-905 MHz et la descente se fera en 437-020 MHz. D'accord. Ça c'est marqué télémesure, je crois que c'était juste. Oui, c'est vrai que j'aurais dû mettre télémesure et transpondeur. Et transpondeur, d'accord. Et alors à ce moment, la visite n'est pas tout à fait terminée, puisque l'équipe, donc là en l'occurrence il y avait Emmanuel, Moustapha et Thomas, ils ont voulu profiter du fait qu'il y a un radioamateur parmi eux pour pouvoir faire un certain nombre de mesures, un certain nombre d'opérations. En fait, comme ce satellite fonctionne sur des fréquences radioamateurs, il est nécessaire que si on veut discuter avec ce satellite, il y ait un radioamateur qui soit présent et un radioamateur qui effectue les opérations. Comme je suis radioamateur, c'était le bon moment pour faire un certain nombre de tests. Alors, on l'a vu, toutes les 30 secondes, le satellite envoie une balise, une beacon, comme ça qu'il l'a appelé, qui va envoyer quelques informations en paquet, en AX25, 1200 bits par seconde. La première opération qu'on va devoir réaliser, c'est de basculer depuis ce 1200 bits par seconde, qui est un signal qui est relativement facile à trouver quand on regarde le waterfall, quand on regarde le résultat au niveau du signal radio, à un signal en 9600 bits par seconde, qui lui est un petit peu plus étalé et donc potentiellement qui pourrait être un petit peu plus difficile à trouver. Ça va permettre d'aider les gens qui sont au sol à détecter le satellite, à voir la position du satellite et donc, par conséquent, d'en mesurer ce qu'on appelle les éléments orbitaux, les éléments qui vont permettre de prévoir le prochain passage. Donc on va au début être en 1200 bits par seconde, nous on va le basculer donc en 9600 bits par seconde, donc une vitesse qui est plus rapide, mais en 9600 bits par seconde, on pourra faire des échanges avec le satellite et lui demander d'envoyer le contenu de sa mémoire, puisque dans sa mémoire, il y a tout simplement le résultat des mesures qui ont été effectuées lors des différentes rotations autour de la Terre. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va tout d'abord basculer le satellite de 1200 bits par seconde à 9600 bits par seconde. Puis on va basculer le satellite en 9600 bits par seconde en mode acquisition de données. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en plus d'envoyer la balise, récupérer des données par ses capteurs. On va attendre quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, on va pouvoir télécharger le résultat des mesures, le résultat de l'acquisition de ces données. Et je suis là, et c'est moi qui vais effectuer ces opérations, même si le satellite est au bout de la pièce, c'est quand même moi qui réalise les opérations, et c'est moi qui pilote le satellite pendant ces quelques minutes. Ouais. Il est parti. Là, il est passé. Attends, non, il peut passer, mais ça fera bien ligne sur la place écrite à la fin. Vous allez voir, je le sens bien là. Voilà. Et là, ouais, c'est passé. Et donc normalement on devrait avoir une réponse ici Hello World. Voilà, ça, donc ça c'est une TC ping qui sera accessible. Hello World, le R et le L ils sont pas dans le bon ordre, mais oui. C'est volontaire. C'est pour être sûr que c'est bien le bon de Hello World. Donc là on va passer en stand-by 9600 bits par seconde. Ok. Nous c'est pareil, Voilà, donc normalement la consommation de l'énergie va diminuer sur le satellite. Moustapha, tu confirmes? Et là on voit de toute façon la confirmation de la... toujours pas, attends. La confirmation de la télécommande avec des petites mesures d'acceptation. Voilà. Là, il est passé. On est passé en mode on voit bien que la largeur de bande n'est pas la même. Voilà. Ouais, là dans 9600 là. 9600, off. On devrait décoder normalement au prochain icône. On devrait décoder ici.
Voilà, c'est 1200, ça c'est mieux. Exactement, voilà. Okay. Allez, vous êtes presque en bascule? Allez-y, faites-vous plaisir. On est parti, prépare la trame. Tu les reçois. Voilà, donc là ici, on voit normalement on devrait consommer plus d'énergie, parce qu'on est passé en mode acquisition scientifique. Non, Pas encore. Ça va pas tarder. Les acceptations. Là, maintenant, Voilà. il y est. Donc là, il consomme plus d'énergie maintenant. 1,2. Là, il est bon, là. Ça reste 1,2 watts. Hein, Oui. Bah, tant mieux, hein. Ça marche bien, là. On va juste laisser tourner 5 minutes pour qu'il puisse justement créer de la télévision. Qui est de la donnée. Qui peut être trois fois rien. Oui, qui est de la donnée, bien sûr. Allez, on est parti. Oui, on se fait plaisir. Voilà, donc là, il discute avec le modèle. Donc, depuis le Latmos, Donc de l'Atmos, la POF, on envoie la trame qui doit la télémétrie au satellite. Et ici, le satellite. Et on voit les accusés de réception a priori. Et voilà le téléchargement. et là, il commence tranquillement à faire son travail. Alors, en parallèle, on voit que sa consommation passe à 5,1 watts. Alors tout ce que vous avez vu là, tout ce qui est présent au Latmos, ça n'aurait pas été possible sans le travail de tout un ensemble de personnes. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe tout ça. Je pense notamment au travail qu'a pu effectuer l'AMSAT, puisque l'AMSAT s'est occupé de la gestion des fréquences en travaillant avec l'IARU pour que le satellite ait des fréquences qui lui soient attribuées, des fréquences qui sont utilisées partout dans le monde, parce que le satellite ne va pas s'arrêter à partir du moment où il va quitter le survol du sol français. Il va utiliser les mêmes fréquences partout dans le monde, donc pour ça il faut se mettre d'accord avec tous les pays pour pouvoir dédier des fréquences à un satellite pour qu'il n'y en ait pas deux qui se marchent dessus, qui émettent en même temps sur la même fréquence au même moment. Il faut également, au niveau de la station radio, de la station de commande qu'on a vue, il a fallu mettre en place un émetteur, des récepteurs, une magnifique paire d'antennes. Et bien, tout ça, ça a été effectué en collaboration avec le Radio Club de Saint-Quentin-en-Yvelines F6 KRK, parce que là également, il y a un énorme boulot de conception, de validation et surtout de fiabilisation de tout ça, parce qu'il est important que le satellite fonctionne bien. Et puis, à nouveau, l'AMSAT, ils ont dû réaliser un programme, qui est le programme qui va décoder les données et qui est mis à disposition de tous les radioamateurs. Et moi, de mon côté, je tiens à remercier plus particulièrement Christophe Mercier de l'AMSAT francophone, parce que sans l'AMSAT francophone et sans Christophe, cette vidéo n'aurait tout simplement pas du tout existé, puisque c'est Christophe qui m'a fait rencontrer Mustapha, et donc un énorme merci également à Mustapha d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de m'avoir expliqué comment tout ça fonctionnait. Merci également à Thomas de m'avoir montré ses calculs, ses travaux au niveau des mesures qui ont été faites sur le satellite avant qu'il soit envoyé dans l'espace. Et ensuite, un énorme merci également à Emmanuel qui m'a expliqué l'ensemble du projet. Le satellite est prévu pour partir dans l'espace. Alors je crois que c'est au début de l'année 2021. Si vous regardez cette vidéo fin 2020, c'est a priori début premier trimestre 2021 que le satellite va partir dans l'espace. Quand j'aurai plus d'informations, j'en donnerai sur Twitter. De toute façon, je vous invite à suivre le compte Twitter du satellite. Donc je mets l'adresse quelque part ici à l'écran. Et je vous invite également à regarder le lancement de la fusée, si jamais il est retransmis, qui va envoyer ce satellite dans l'espace, puisque là, vous l'aurez vu un petit peu avant. En tout cas, si tout ça, ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!